Bon, eh bien, me voilà de nouveau armé pour vous poser des questions. Car, merci de m'avoir invité, mais vous m'avez rendu un terrible service parce que, après avoir accepté trop vite, bien sûr, je me suis... voilà, je vais changer de micro. Après avoir accepté trop vite, je me suis posé la question, mais que diable vais-je donc raconter ce matin ? Et c'est là que le problème a bien sûr commencé. J'aurais pu, la grande tentation, vous faire un grand panégyrique historique en vous disant la ville, la campagne, c'est comme ça, les centres, sous les Égyptiens, actuellement en Inde, la vision japonaise. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc je vous prie de m'excuser, je n'arrive qu'avec des questions et j'ai fait ce choix-là. Alors, ce choix, évidemment, est ouvert essentiellement par les questions et la pratique qui est celle de notre agence en ce moment, et également les nombreuses conversations que nous avons pu avoir avec des élus. Alors, dans les questions, il y a évidemment un certain nombre d'affirmations qui sont très présentes. La première chose, vous le voyez à l'image, je crois profondément que la ville n'est pas un monopoly. Alors quand je dis la ville, évidemment, c'est un terme générique parce que je n'arrive pas, comme beaucoup d'entre nous, à faire la différence entre ce qui est un village, un bourg, une ville, etc. Tout le monde est le village d'un autre et chaque ville est la dominante d'un village voisin. Tout le monde est toujours dans un engrenage et dans une pyramide de dispositifs territoriaux. Nous y reviendrons d'ailleurs, parce que le sénateur a parlé des problématiques territoriales, nous sommes en plein dedans. Donc, la première chose à définir, c'est que en Europe, c'est pas le cas partout, la ville, les agglomérations ne sont pas un jeu de Monopoly. C'est un jeu qui est réglementé, qui est organisé par des traditions, certes, mais aussi des équilibres. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous ici avaient des mandats électifs et personne dans la salle ne remet en cause la compétence des collectivités sur leur territoire. Allons aux États-Unis, nous ne serons pas du tout dans la même situation. Allons en Chine, par exemple, nous ne serons pas non plus dans la même situation puisque c'est l'État qui réglemente les territoires. Rappelons-nous d'ailleurs qu'il y a pas très longtemps, à peine une grosse trentaine d'années, la compétence de l'urbanisme, du développement territorial n'était pas une compétence des collectivités, c'était toujours encore une compétence de l'État. Et d'ailleurs, il nous a laissé quelques souvenirs. Mais revenons sur une autre définition qui est, alors je vous l'ai mis d'une manière un peu provocatrice, un village est un croisement réussi. Finalement, c'est valable pour une ville aussi. Moi, je viens d'une commune qui s'appelle Strasbourg, ce qui veut dire la ville des routes, donc bien d'un croisement qui est là depuis les Gallo-Romains. Mais au-delà de cette provocation, c'est pas seulement un croisement réussi. La question des villes est toujours liée à la question de leur implantation sur le territoire. Quand je dis les villes, à chaque fois, c'est également les villages, c'est également les bourgs, c'est toute agglomération. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a deux voies qui se croisent et il y a un type qui vient et qui pose une buvette et qui se dit il y aura des types qui auront soif sur la route, on s'arrête là et ça grossit, ça devient un village, on met un commerce pour échanger de quoi manger, de quoi boire, ensuite on vient vendre les fruits et légumes, etc. Voilà. Alors ça c'est une des versions, bien sûr, il y en a d'autres. C'est tout simplement un lieu qu'on peut facilement défendre. Je vous ai mis une photo aérienne d'une ville tout à fait étonnante, qui s'appelle Langres, qui est définie par cet éperon rocheux tout à fait étonnant, qui se situe dans un endroit très stratégique, parce qu'on voit très loin, on domine le paysage, et on a des ressources naturelles qui sont très proches. C'est magnifique, merveilleux. La grosse problématique de Langres, ça a été de sortir de ses propres remparts. Alors, la ville est un lieu, les agglomérations sont des lieux, mais sont aussi des vocations. Songeons que serait le Creusot s'il n'y avait pas eu la sidérurgie, par exemple. Que serait Sochaux et Chicago s'il n'y avait pas eu l'automobile. Rome est
a toute son image qui dépend des Romains, bien sûr. C'est-à-dire un type qui s'appelait Romulus, qui prend une charrue et qui définit, voilà, ça c'est Rome, dehors c'est pas Rome. Voilà, ça donne un empire qui part d'un lieu. Maintenant, Rome, c'est le Vatican. Enfin, bon, pour certains. Mais donc il y a une vocation du lieu à être ce qu'il est et à être sa reconnaissance. Alors on peut aller plus vite, Venise, Amsterdam, une vraie vocation à être des centres du capitalisme. Capitalisme moyenâgeux, bien évidemment, pour Venise, Amsterdam un peu plus tard, Londres encore plus tard, bien évidemment. Et maintenant, New York et Francfort ouvrons la télé, nous n'entendons parler de ces villes et ces agglomérations que parce que ce sont des centres bancaires de transactions et d'autres méfaits financiers qui nous amènent parfois à la ruine, parfois à la richesse. Los Angeles, capitale de la nouvelle technologie, c'est encore une fois un lieu qui est caractérisé par ça. Ce sera peut-être un jour la capitale des tremblements de terre, ce qui est un peu moins glorieux. Mais prenons plus près de nous Avignon et Bayreuth. Avignon, le monde entier connaît Avignon, festival de théâtre, Angoulême, festival de la bande dessinée. Donc il y a cette question de vocation qui est très très forte. Alors évidemment, ça se déroule et ça se découle en fonction des tailles et en fonction de l'activité, mais je connais un tout petit village dans la banlieue de Mulhouse qui s'appelle Staffelfelden. Oui, évidemment, on a un nom germanique parce que c'est l'origine, mais cette ville est connue, cette petite commune est connue à 30 km à la ronde grâce à un prodigieux pâtissier, je l'ai vérifié, et cela donne une caractéristique très particulière à cette commune. Alors, tout passe, n'est-ce pas? Tout passe et tout va, c'est-à-dire que sera Chicago sans l'automobile? C'est une question dramatique qui est posée en ce moment aux différents élus. Que seront, par exemple, des villes qui avaient une vraie aura économique et qui la voient disparaître. Ça nous est déjà arrivé. Je citais Sochaux précédemment, mais les Francs-Comtois savent bien combien, il y a 20 ans, l'agglomération du Pays de Montbéliard a souffert des difficultés techniques et c'est probablement pas tout à fait terminé. N'oublions pas qu'historiquement, et j'en aurais terminé là avec les questions historiques, qu'une ville comme Nîmes, par exemple, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, était entièrement construite à l'intérieur des arènes. C'est-à-dire qu'on s'était servi des arènes comme rempart et la ville avait rétréci et était bien plus petite qu'elle ne l'est maintenant, bien évidemment, mais bien plus petite qu'elle ne l'était 4 siècles précédemment. Une ville comme Grès, qui n'est pas très loin d'ici, est toujours encore plus petite qu'elle ne l'était il y a un siècle et demi. Donc, les agglomérations grossissent et diminuent. C'est normal, c'est la vie. Nous n'avons pas l'habitude de ces situations, mais il va bien falloir que nous les gérions, car même si nous sommes dans un pays avec une démographie assez forte, nous ne sommes pas à l'abri de la diminution de taille d'un certain nombre de nos villes, de nos agglomérations, voire de la disparition d'un certain nombre de nos communes. Nos amis allemands, qui ont bien moins de communes que nous, mais par contre une démographie catastrophique, ont déjà prévu ces dispositifs-là. Il y a des Länder qui subventionnent des diminutions urbaines. C'est-à-dire qu'on a des subventions régionales qui permettent de vider des lotissements périphériques. Donc nous sommes bien dans un mouvement et dans une mutation permanente. Alors, je continue le dispositif, vous propose quelques schémas. Monsieur le sénateur parlait précédemment de la nécessité du polycentrisme. Alors, je vous parlais du type avec sa buvette qui servait de la bière au type de passage. Sa ville a grossi, n'est-ce pas? On voit qu'il y a une autoroute, une voie ferrée, une gare de TGV à 20 km du centre-ville, merci. Et puis tout ça, ça devient un peu cancéreux comme tissu, et ça pose une vraie question qu'on traitera ensemble, si vous voulez, postérieurement, qui est la question de la métropolisation.
une fois ce stade passé, eh bien, on voit que le dispositif commence à se réorganiser différemment. Nos collègues du Nord, par exemple, sont typiquement sur ça. Ce que un grand urbaniste décédé il y a peu, Bernardo Secchi, parlait de città diffusa. C'est pas la peine de vous le traduire. Vous voyez bien la ville diffuse qui devient une sorte de nappe, comme ça, indécise. On ne sait pas quand on est à Lille, quand on est à Roubaix, on change. Ces villes-là ont pris sur elles maintenant de fabriquer des dispositifs réticulaires, c'est-à-dire des dispositifs polycentriques. Et je pense que c'est un des grands enjeux de notre société occidentale que d'arriver à fabriquer un système de réseau de villes, parce que ce sera probablement l'évolution vers laquelle nous allons. Si nous n'allons pas vers ce dispositif-là, parce que, encore une fois, le choix est très simple. On va vers un dispositif réticulaire ou on va vers un dispositif différent qui continue à être un dispositif d'empilement. Alors, on en reparlera, mais c'est une des grandes questions de la région parisienne. Alors, ça nous concerne peu aujourd'hui, mais c'est très instructif néanmoins. N'oublions pas que cette question des métropoles et des métapoles, enfin c'est un mot qui a été inventé par un urbaniste de renom, décédé lui aussi, décidément c'est très dangereux comme métier, c'est une question très importante, parce que la croissance comme ça en étoile de ces villes provoque de l'absorption de puissance. C'est-à-dire que plus les grandes villes et les grandes métropoles se développent, plus elles ont besoin d'attirer vers elles de la population. On l'a bien vu dans l'après-guerre, n'est-ce pas? On construisait forces up et on vidait les campagnes pour avoir de la main-d'œuvre, totalement indispensable. Maintenant, c'est un peu moins indispensable, mais la main-d'œuvre est là, elle a moins de travail, bien évidemment, mais on continue à absorber de la richesse, on continue à absorber de l'activité, et ce fonctionnement en trou noir vide le reste. Alors, dans notre pays, ce dispositif est d'autant plus dangereux que nous venons d'une tradition très centralisée. Tous décidés à Paris il y a 40 ans, et au fur et à mesure, nous nous sommes réorganisés, mais nous avons encore toujours un mental collectif qui est très dirigé vers l'autorité de l'État et l'autorité centrale. Sachons bien que ce dispositif-là n'existe pas tellement dans le reste de l'Europe. Nos voisins germaniques avaient créé au Moyen-Âge un dispositif tout à fait idiot, mais très efficace, qui s'appelait la Ligue hanséatique. C'est-à-dire c'était un réseau de villes où on pouvait s'abriter au fur et à mesure que l'on fonctionnait. Et c'était presque démocratique, et on pouvait, comme les réseaux réticulaires ici, aller d'une ville à l'autre et se porter secours les uns les autres. La logique était celle de la ville, la logique était celle de l'agglomération, et pas celle du pays. Il n'y avait pas un royaume puissant. Voilà. Je vais continuer et prendre un autre petit détour. On a parlé des métropolisations, on a parlé de centres, et c'est le sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelle que soit l'échelle de la commune, la question du centre se pose. La question du centre se pose, et on peut se demander pourquoi elle se pose, n'est-ce pas? Alors, on sait très bien ce qui se passe. Les centres se sont vidés parce que l'habitat traditionnel, qu'il soit urbain ou qu'il soit rural, ne correspondait plus, il y a 20-30 ans, aux standards à la mode, aux standards de confort. On peut ergoter assez longtemps sur cela, et un certain nombre d'entre nous ont été habités en périphérie. Alors, ça peut être la périphérie des grandes villes, mais ça peut très bien être le nouveau lotissement que l'on construit en périphérie du village, à 500 mètres. Mais tout simplement, c'est la maison neuve qui a été construite à ce moment-là et qui a vidé le centre. Alors, en fait, la question de fond, mais que nos collègues américains, chinois ou australiens posent, mais pourquoi donc vous embêtez-vous avec un centre? Ce que vous appelez un centre, c'est quelque chose de très bizarre. Nous, on a des trucs très bien, disent-ils, on a des centres commerciaux, c'est formidable. On y va avec sa voiture, on gare, on va consommer, on va se faire un film, on va dans un restaurant et puis on s'en va. C'est pas vraiment notre tradition. C'est-à-dire que en Europe, le centre, c'est le lieu où
il y a le pouvoir, c'est le lieu où il y a la convivialité, c'est le lieu où certes on fait ses achats, mais pas dans un centre commercial, dans un centre marchand, c'est-à-dire dans un centre où il y a des commerces différents. C'est un lieu où on focalise, n'est-ce pas? On focalise le nom, la richesse, le pouvoir. La question du centre est d'ailleurs très, très étrange. Quand nous voyageons, j'habite Ressey-sur-Ours, au hasard, c'est pas le cas. Je suis à Dijon, je dis que j'habite à Ressey-sur-Ours. Je suis à Lyon, je dis j'habite la région de Lyon. Je suis en Inde, je dis j'habite la France c'est Paris. Donc on voit bien que la question du centre, il n'y a pas un centre, il y a plusieurs centres et il y a plusieurs identités. C'est-à-dire que nous sommes dans un emboîtement de poupées russes de dispositifs de centralité. C'est-à-dire qu'on peut être simultanément habitant de Ressey-sur-Ours, de Dijon, de Lyon, de Paris et citoyen du monde. Donc là, ce fonctionnement est très intéressant parce qu'il va en même temps, de manière tout à fait en conjonction avec une autre des caractéristiques de notre société qui est très très forte depuis une quarantaine d'années, c'est la disparition du français moyen. Il y a quelque temps, n'est-ce pas, du temps de mes parents, donc c'est pas tout jeune, on avait fabriqué tout le dispositif national de développement du territoire, de l'habitat, des mobilités, autour d'un concept qui était celui du français moyen, c'est-à-dire monsieur, papa, maman, 2 enfants et le chien, et puis il y avait le HLM qui allait avec, et puis ensuite ça a été la maison individuelle, il y avait la voiture, la Dauphine, etc. Ça a complètement disparu, puisque en fait nous sommes simultanément dans plusieurs communautés, c'est-à-dire que, alors oui, monsieur, madame, c'est plus tellement, hein, c'est monsieur, madame, mais c'est un moment, c'est les enfants d'une autre madame, etc., c'est des familles qui ont des géométries différentes dans la semaine et le week-end, et puis ce sont des empilements de réseaux, de communautés différentes. C'est-à-dire qu'on peut parler chez soi alsacien, français à l'école, ou arabe, ou breton, ou espagnol, etc. C'est-à-dire qu'on est dans plusieurs sociétés simultanément, et on a plusieurs centres simultanément, plusieurs lieux de focalisation de regard, nous avons plusieurs appartenances, nous sommes tous urbains, c'est bien cette caractéristique-là. Alors, oui, là, il n'y a pas d'image, donc je continue. La question du centre et de sa position est totalement immuable. Je vous propose ces 2 photos que j'aime beaucoup parce que, Madame Lormand le disait, la question, ça va être l'espace public. Je crois effectivement que la question que nous posons aujourd'hui n'est pas uniquement l'espace public, mais tourne beaucoup autour de l'espace public. Dans notre société, faire société, ça veut dire vivre ensemble, échanger, ce qui est quand même une des grandes valeurs de la civilisation occidentale. Hein. On ne vit pas on vit dans l'interdépendance les uns des autres et on ne vit pas séparément, on ne vit pas chacun dans sa petite maison, on vit collectivement, on se rencontre et là ça se passe dans l'espace public et dans les bâtiments publics. Alors, moi j'ai une petite faiblesse pour l'espace public et particulièrement pour cette photo qui est prise dans un pays, je ne sais plus si c'est la Lettonie ou la Lituanie, vous ne m'en voudrez pas, mais je confonds un peu tous ces pays, j'ai pas assez visité, ça doit être ça. Cet espace public, celui que vous voyez à votre gauche, est un espace public qui a été défendu pendant très longtemps. C'est un pays qui a été un peu violenté par les grands voisins russes qui avaient une petite tendance à les envahir. Et donc il y avait des remparts. Et à l'intérieur des remparts, l'espace est compté. Donc quand l'espace est compté, eh bien tout le monde essaye de gratter un peu de place pour pouvoir s'étendre. Et durant 4 siècles, cette commune a réussi à garder cet espace public dans sa forme initiale. Alors ça, c'est stupéfiant. Regardez les cartographies de vos communes, des communes voisines, vous verrez, ce qui est permanent, c'est le vide. C'est très impressionnant. C'est-à-dire que nos collectivités, nos centres ne sont définis généralement par le vide.
Et c'est cela qui est très intéressant, c'est que l'immuabilité de ce vide est tout à fait constant. C'est la figure de droite. Alors, figure de droite, c'est un peu plus troublant, bien sûr, et un peu plus provoquant. Nous sommes derrière la Défense, on est à Nanterre. Alors, il y a au milieu, là, je ne sais pas si vous le voyez très très bien, là, il y a l'Arche de la Défense. Pour moi, ça a été une révélation, un grand concours de l'Arche de la Défense, gagné par un monsieur qui s'appelle Otto Spreckelsen, qui est un architecte totalement inconnu à l'époque. Il s'était bien associé, il était avec Bouygues. Mais plus que ça, au moment du concours, il est venu et il a proposé ça. Bon, alors évidemment, les services techniques avaient dit non, c'est pas possible, vous vous rendez compte, il fait une arche, c'est pas bien du tout, il faudrait l'éliminer, etc. Bon, il a gagné à l'unanimité du jury. Pourquoi? Parce qu'il a dit, au fond, tout au fond, il y a un axe, là, premier des rois de France foutent leur trésor à Vincennes, et puis ensuite on tire plus ou moins une rue, pas très très droite, hein, qui va jusqu'au Louvre, puis après ça devient sérieux, quoi. Il y a les jardins des Tuileries, et puis il y a la place de la Concorde, les Champs-Élysées, et puis Bonaparte, hein, et puis l'Arc de Triomphe, etc., l'avenue de la Première Armée. Écoutez, moi je me sens pas en mesure d'arrêter cet axe majeur qui se fait et qui structure la moitié de la région parisienne. Il a gagné. Il a gagné, et il a tellement bien gagné que Nanterre continue derrière. Vous voyez la restructuration en route. Bon, il y a un grand architecte qui dit ça s'arrêtera au Havre. On veut bien. Bon, c'est pas tout à fait dans l'axe d'ailleurs. Mais enfin, c'est pas ça le problème. Mais on voit bien la permanence et la rémanence complète du vide qui fabrique nos villes. Alors, cela est véritablement important parce que on marque le temps. On marque notre continuité et on structure notre ville. Alors, justement, je voulais en parler très rapidement. Nos villes sont structurées par quoi en ce moment? Nos villes, nos agglomérations, nos villages. Hein. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Pendant très longtemps, c'était le religieux qui a, ici plus qu'ailleurs, n'est-ce pas? Je passais devant la statue de Saint-Bernard en venant. Voilà, le fait religieux a structuré beaucoup de nos communes. Le fait laïque l'a structuré également. Enfin, le centre administratif mairie-école, probablement 75% des communes ont la fameuse mairie-école du XIXe siècle, garçons à droite et filles à gauche ou l'inverse, et qui structure complètement notre espace. Un certain nombre de collectivités ont été structurées, mais peut-être un peu moins ici que dans d'autres régions où les bagarres ont été plus fortes par l'acte militaire, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui structure? Quel est le pouvoir qui structure? Alors évidemment, on pourrait dire, comme les Australiens, les Américains, c'est le centre commercial, etc. Bon, je suis pas sûr qu'on ait un consensus terrible autour d'une grande pancarte avec Carrefour, Auchan ou je sais pas quoi pour faire le centre de nos communes, même si c'est Décathlon ou autre. C'est pas très très important. Alors, parmi ces questions, on en revient à la question de la métropolisation, de la ruralisation, etc. Comment allons-nous évoluer? Alors, j'aime beaucoup la petite photo, la petite image de gauche. Je vous signale qu'elle a été publiée dans les années 70. C'est quand même très impressionnant. Ce petit dessin humoristique, bien sûr, montre grand quartier visiblement de Zup, Tours et Bar, et au milieu un petit schmilblick qui copie rageusement un village traditionnel et tout le monde s'extasie. Alors, c'est très intéressant parce que ce débat-là, il commence dans les années 70. Hein, il y a un architecte belge qui s'appelle Lucien Kroll qui avait tout à fait théorisé tout cela. Et il se continue maintenant. Nous discutions précédemment du renouvellement urbain et du programme national de renouvellement urbain. D'ailleurs, normalement, le deuxième programme national de renouvellement urbain devrait être annoncé, conforté aujourd'hui. Je crois que c'est bien ça. Hein. C'est aujourd'hui que le président de la République annonce cela, un événement national, beaucoup d'argent. Ça a beaucoup changé la manière de voir l'agglomération humaine dans notre pays. Et ces débats-là sont revenus. C'est-à-dire l'ensemble... C'est rigolo, d'ailleurs dans notre pays c'est pas si courant que ça. L'ensemble des élus de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche sont tous d'accord pour dire non, il faut continuer le renouvellement urbain. Alors même si c'est pas la question du jour, penchons-nous sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Continuer le renouvellement urbain, ça veut dire que il faut continuer à faire bouger la ville.
il faut continuer à redonner des échelles humaines à nos agglomérations. C'est ce que veut dire ce dessin-là. On n'en est encore pas tout à fait arrivé au bout, mais c'est une des évolutions qui nous marque. Alors, maintenant, la question de nos centres, c'est-à-dire, on voit bien que nos faubourgs, ces lieux tout à fait intéressants qu'il y avait à l'extérieur des communes, à l'extérieur des remparts, ces lieux où on ne payait pas l'impôt, ou pas le même, ces faubourgs qui sont devenus des lieux de fabrication de richesses. C'est là que les premiers ateliers de tisseurs, les forgerons, les industries se sont implantés. Ces faubourgs n'existent plus, se sont fait un peu dévorer, ou se sont fait remplacer par un autre phénomène qui est la banlieue. C'est-à-dire qu'entre-temps, entre le faubourg et la banlieue, il y a eu la théorie de la spécialisation de l'espace. Alors je vous la fais rapidement. La voiture a permis cela. L'espace peut être affecté à une fonction. Le faubourg était mixte, on pouvait, comme la ville, on pouvait au rez-de-chaussée avoir son commerce, à l'étage loger, et puis tout en haut mettre les moins riches sous les toits, ils grelottaient, mais ils étaient disponibles. Le faubourg a fonctionné de la même manière avec une échelle un peu plus grande, et la banlieue, non, c'est la rupture. C'est-à-dire que dans un coin, on loge, dans un autre, on travaille, dans un autre, on va à l'université, dans un quatrième, il y a les loisirs, etc., etc. Nous nous sommes développés suivant ce principe-là, à partir des années 20 assez timidement, et très férocement à partir des années 50, et ça s'est arrêté progressivement entre 1980 et 2003, parce qu'on peut dire que le mouvement de 2003 a été tout à fait radical sur cela. Alors vous allez dire, ce n'est pas dans le sujet du jour, mais si, tout à fait. Parce que dans nos petites communes, on a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a spécialisé. Les appels d'offres sur les zones artisanales, les zones industrielles continuent de fleurir et on continue de fabriquer des lotissements qui se développent au fur et à mesure. Alors, il y a une certaine logique dans la mesure où, effectivement, quand on faisait de la sidérurgie à haute dose avec de l'acier qui coulait, avec des entreprises polluantes, il fallait peut-être un peu les isoler. Ce n'était pas du tout l'idée d'origine d'ailleurs, parce que c'est pas à cause de ça qu'on a fabriqué la segmentation urbaine. C'est ça qui pourrait maintenant le justifier, mais les industries sont devenues propres et hélas ont beaucoup quitté notre pays. Donc cette question du faubourg et de la banlieue est une vraie question qui se repose à nous pour la deuxième fois en un siècle. Maintenant se pose la question des communes périurbaines. On voit sur la cartographie de droite, qui est tout à fait terrible, parce que les points rouges sont les agglomérations. On voit qu'elles ne sont pas les agglomérations métropoles, elles ne sont pas très très nombreuses, et les points verts, c'est nous. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème de lien et d'intermédiation entre les métropoles, et entre les métropoles elles-mêmes, et entre les métropoles et le reste du territoire. Nous avons la chance d'avoir un territoire gigantesque. Ce n'est pas une raison pour le consommer. Nous urbanisons tout de même, nous étanchéifions un département tous les 7 ans, ce qui est très très important. C'est la question de l'expansion urbaine que Mme Normand avait souligné avec justesse. Ceci nous appauvrit considérablement, parce que ça appauvrit notre patrimoine, mais ça appauvrit également nos concitoyens. C'est-à-dire que s'étendre nécessite, alors la démonstration mathématique a été faite, je vous en ferai grâce, mais chaque fois qu'une ville double de surface, nous devons quadrupler les réseaux. Nous le voyons en ce moment, toutes les personnes qui sont élues, j'étais hier en conseil municipal, toutes les personnes qui sont élues savent très très bien que les temps sont très très durs, et pourtant, nos investissements sur les réseaux sont devenus extrêmement lourds, de plus en plus lourds. Et plus nous nous étendrons, plus nous serons obligés de fabriquer des réseaux. Alors, certes, les réseaux sont plus tout à fait les mêmes. On faisait des réseaux automobiles, on fait maintenant des réseaux de trams et de trains, mais c'est extrêmement coûteux. Alors c'est pas parce que nos réseaux vont être écologiquement sympathiques, on va circuler en TGV, on va circuler en tram et en autobus qui fonctionnent au gaz, machin. C'est pas parce que nous serons écologiquement un peu plus corrects que nous serons plus économes, que nous serons plus sociabilisés et que nous gagnerons de l'argent. Au contraire, nous sommes en train de nous appauvrir. Je
m'étends, je suis désolé. Nous arrivons sur la question du mode d'habiter que Monsieur le Sénateur a évoqué très fermement, et on voit bien que cette préoccupation est partagée considérablement par les collectivités, par toutes les collectivités. Soulignons que dans notre pays, depuis 1981, les collectivités ont énormément progressé sur cette question. Alors, ça a l'air loin, 81, mais à l'échelle de l'histoire, c'est pas terrible. Et puis, un certain nombre d'entre nous étions déjà présents, pas toujours aux affaires, mais on était déjà présents en 81 et on se souvient de ce basculement. À l'intérieur de ce mode d'habiter se pose la question du rapport entre la ville et la campagne. Moi, j'aime beaucoup les deux petits dessins. Voilà, quoi. Est-ce qu'on met de la campagne en ville ou est-ce qu'on met de la ville à la campagne? Bon, en fait, est-ce que le sujet est vraiment très intéressant? Nous sommes tous tout le temps en ville, puisque nous sommes connectés à Internet. Alors bon, évidemment, il y a des endroits où on n'a pas la fibre haut débit, machin, chose, mais à terme, nous serons tous interconnectés. C'est-à-dire que nous n'avons plus l'isolement total que nous pouvons avoir. N'importe lequel d'entre nous, dont un des fils ou une des filles fait des études à l'autre bout du monde, peut le joindre, à condition d'être dans les bons horaires avec le décalage, peut le joindre avec des outils informatiques et discuter avec lui comme s'il était dans la pièce à côté. Je l'ai encore testé hier soir. Donc on voit bien que la vraie question n'est pas vraiment la question de la ville à la campagne, de la campagne à la ville, mais quel est le rôle, en dehors de la métropole, des territoires. Il n'y a pas si longtemps que ça, les territoires non urbanisés, hors des métropoles, étaient des réserves de paysans, parce qu'il fallait nourrir, il fallait beaucoup de paysans pour nourrir finalement peu d'urbains. La révolution agraire a été considérable, et dans ce sens, le nombre d'agriculteurs a fortement diminué. Le monde rural était aussi, et la Bourgogne a énormément souffert durant la Première Guerre mondiale, de cela, une réserve de soldats. C'est-à-dire que dans les grands massacres, c'était évidemment le monde rural que l'on mettait en avant, et quelques gauchistes avec au passage, bien évidemment, mais le monde rural était une réserve de chair à canon. Ensuite, et ça c'était très important, parce que les empires se sont créés comme ça. Venise explique très très bien qu'elle n'aurait jamais pu se développer aussi fortement si elle n'avait pas eu toute la campagne aux alentours pour la nourrir. Ça a été un des gros problèmes de Londres. Jacques Attali a beaucoup écrit sur ça. Et Londres a perdu sa prééminence parce qu'elle n'avait pas une campagne assez riche et assez fertile pour la nourrir. Est-ce que c'est encore le cas maintenant? Je ne pense pas. Qu'est-ce que ce sera demain? Alors, c'est un des grands enjeux. Chaque fois que nous ouvrons la télévision, les grands conflits qui se passent en ce moment, finalement, sont des conflits d'espace public. On a bien vu la place Tahrir en Égypte, la grande manifestation, j'ai oublié, à Istanbul, pour garder un parc qui devait être transformé en centre commercial. Tiens, encore une fois en centre commercial. Et puis, ce qui se passe en ce moment dans notre pays, les grands sujets de conflit, un Center Park qui est contesté, je crois que c'est en Isère, et qui donne lieu à des manifestations considérables, un barrage qui nous a valu, hélas, un mort violent. Est-ce que le monde rural est une réserve d'Indiens, une réserve écologique ou un lieu de loisir pour les urbains que nous sommes tous? C'est une vraie question. Et la tentation d'y répondre oui est bien évidemment très forte. Enfin, quand un élu local se voit arriver quelqu'un qui lui dit « Ah ben je vous propose 80 emplois, ça vous coûte rien et vous allez voir, on parlera de vous un peu partout », ben évidemment il a le sourire jusqu'aux oreilles et la préoccupation des hamsters et des écureuils passe au second plan. Alors, est-ce que c'est que ça? Moi je n'y crois pas. Je suis intimement persuadé que le monde rural est un lieu de très forte création et de très forte mutation. Alors, je m'en suis aperçu un peu par hasard. Je m'en suis aperçu parce que dans l'exercice professionnel qui est celui de notre agence, nous faisons
nous renouvelons des quartiers, des grands quartiers de logements sociaux, mais nous faisons aussi ce qu'on est maintenant courant de dire des écoquartiers. Alors, je sais toujours pas comment on écrit écoquartier. Moi, j'ai longtemps écrit ECHO parce que ça permettait de faire causer, mais bon, c'est peut-être des quartiers économiques, c'est peut-être des quartiers écologiques, bon, peu importe. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que les quartiers les plus avancés qu'on ait faits, c'est pas dans les grandes villes. Je suis élu à Strasbourg, ville qui klaxonne beaucoup sur ces choses-là et qui fait des choses extrêmement innovantes. Non. Les quartiers les plus innovants, on les a fait dans des communes de 500 habitants, 2000 habitants, de 2000, de 3000. C'est là que ça se passe. Parce que le schéma de décision est infiniment plus court. Parce que les moyens sont plus petits. Donc on est fatalement éco, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être astucieux. Parce qu'on est obligé d'être efficace, parce que le marché n'est pas gigantesque. Et c'est là que ça se passe. Donc il y a une petite commune, ça s'appelle Ungersheim, qui est pas très loin de Mulhouse, qui a été innovante sur 15 dossiers différents, qui ramasse ses ordures avec un canasson municipal, qui amène les enfants à l'école, et ça. Enfin, ça a l'air un peu gag comme ça. Ça l'est pas du tout. C'est très réfléchi. C'est des communes qui ont réussi à structurer leur économie différemment. Donc je pense que la petite taille, la petite localisation, l'obligation impérieuse d'être économiquement cohérent et d'être en lien avec sa population permet de faire des choses extrêmement innovantes. Alors je dis permet d'être en lien avec sa population. Cela parce que je suis persuadé que le mode d'aménagement de l'espace est en train de changer. Monsieur le sénateur en a d'ailleurs parlé quand il a évoqué la question des habitants. J'y reviendrai. Quand on voit ce qui est à la mode chez les Américains, il faudrait qu'on arrête d'ailleurs de se dire les Américains, mais enfin bon, continuons. Aux États-Unis, on parle d'urbanisme, automatiquement, clac, Smart City. On vous parle de Smart City. Alors, moi, je ne suis pas très anglophone, mais j'ai compris que Smart City, ça voulait dire petite ville. Et finalement, on se rend compte que l'attraction, la demande, le look, la vraie revendication, c'est de revenir sur des échelles un peu plus petites. Donc finalement, n'aurions-nous pas un fil à tirer sur ce dispositif-là? Une Smart City, c'est peut-être un village. Finalement, on est peut-être très très moderne et on est peut-être déjà dans la 5e révolution industrielle, avant même d'avoir fait la 4e et la 3e, et c'est une très grande chance. Voilà. Alors, maintenant, la question, ça va, je suis dans les temps, la question d'aménager l'espace me semble également une question très très importante aujourd'hui. Bon, local et global, vous connaissez tous, penser global, agir local, etc. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une bonne idée. Parce que, à force de penser global, on normalise. Je vais essayer de synthétiser et d'aller un peu vite. J'ai une conviction, je vous la fais à la hache, vous aurez bien compris. Le moment n'est pas vraiment de faire dans le détail et dans la nuance. Je suis désolé, je ne suis pas un universitaire et je n'y arriverai pas. Le XXe siècle à modifier nos installations humaines, nos organisations humaines de deux manières. On a vécu le capitalisme, bien évidemment, qui est arrivé, est un fait indéniable, qui a bien fonctionné, mais qui a fonctionnalisé nos villes, on va dire comme ça. C'est-à-dire qu'il a transformé nos villes par le zoning, dont on parlait avant, c'est-à-dire une fonction, un lieu, etc., mais qui a aussi instrumentalisé les lieux, c'est-à-dire avec les schémas de circulation, etc., qui les a même barrés. Enfin, Sochaux, dont je parlais précédemment, a transformé le cours d'une rivière pour pouvoir étendre l'usine. C'était important, c'était des emplois. Il y a une ville en Italie qui s'est construite autour de l'usine Fiat, qui est complètement construite autour de l'usine. C'est-à-dire, il y a l'usine et puis autour, il y a les logements. C'est-à-dire qu'on a instrumentalisé la ville. La deuxième chose, c'est que nous avons vécu à la fin du XXe siècle un phénomène extraordinaire qui est fabuleux et terrifiant, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que, oui, on peut téléphoner à ses enfants en Inde, on peut acheter par Internet une montre, un téléphone qui est fabriqué en Chine et qui vous arrive immédiatement 3 jours après. C'est merveilleux, c'est fabuleux, on voyage tous, etc. Mais la mondialisation a aussi fait que nous ne voyons plus qui fait quoi. Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on ne sait plus
si son steak de cheval ou de bœuf vient de Hollande, de Roumanie, d'Australie ou de Picardie. On ne sait plus qui fabrique les chaussures, on ne sait plus qui... J'ai acheté des meubles récemment, je ne sais pas d'où vient la paire de chaises que j'ai achetée. Donc on a une sorte d'absurdité qui est en train de rentrer, c'est-à-dire absurdité des coûts. C'est-à-dire que nous achetons un téléphone, une montre, un stylo au même prix dans tous les pays, alors que le niveau de vie est complètement différent. Donc ceci n'a plus du tout de rapport entre la cause et l'effet. On apprend qu'une société vend, je ne sais plus combien de téléphones et d'instruments, une société avec une pomme, mais a le chiffre d'affaires de l'Afrique. On a donc un rapport de cause à effet qui est totalement disproportionné. Pour la ville, évidemment, cela déstructure la totalité des choses, et je ne suis pas sûr que nous ayons intérêt à être global en permanence. Alors on peut être global et complètement local, sans qu'il y ait de relation sur l'un et sur l'autre. C'est une question que je n'ai absolument pas résolue, et j'en suis assez heureux d'ailleurs, parce que si je l'avais résolue, probablement ne serais-je pas là, et je ne suis pas sûr que la résolution nous amène dans un sens ou dans un autre. Alors, en ce qui concerne l'aménagement de l'espace, revenons-y. Depuis 1981, donc les collectivités en sont là, et elles ont pris la marge et le pouvoir sur ce dispositif. Il y a une chose qui est très importante, c'est l'aménagement du foncier, n'est-ce pas ? L'aménagement est public dans notre pays, et la maîtrise du foncier est tout à fait... je suis en train d'aller à l'envers. Maîtrise du foncier est tout à fait... Je me suis perdu, pardonnez-moi. Voilà, c'est là où je voulais en arriver. La marge du foncier et le rôle des collectivités interrogent sur les moyens qu'elles ont à se donner. Et c'est l'avant-dernière diapositive que je vous propose. Quels sont ces moyens ? Nous avons bien vu que dans les années 80, nous avons mis en place beaucoup d'instruments d'aide à la décision. J'ai eu le bonheur d'en diriger un, ici d'ailleurs, en Côte d'Or. C'était un CAUE, ils existent toujours. Ces instruments se sont développés, c'est-à-dire que les collectivités, les élus, ont de plus en plus de conseils, et des conseils de plus en plus éclairés, de plus en plus compétents et de plus en plus pertinents. C'est-à-dire que l'aide à la décision est là. Le choix politique est possible. Il n'en est pas plus simple. Dieu merci, non pas Dieu merci. Il était beaucoup plus simple avant, quand l'État nous disait, ben voilà, la circulaire c'est ça, on applique et ça déroule. On n'en est plus là du tout. Le choix est devenu plus complexe, mais il est plus possible. Nous avons maintenant besoin d'outils pour faire. Et je crois que la décennie qui vient est probablement sur ces outils. Je vais vous en citer quelques-uns qui sont le fruit de mes promenades et de mes travaux. Pompey, petite commune assez sinistrée entre Metz et Nancy, sidérurgie difficile, je ne vous fais pas le schéma, vous voyez bien, qui s'est regroupée, qui a fait une SPL, une société, ça y est, j'ai oublié ce que veut dire le P, public local, voilà, dramatique, SPL qui permet à la fois aux élus et aux techniciens de fusionner et de travailler ensemble. Moi, je l'ai vécu, c'est tout à fait extraordinaire parce que les collectivités travaillent collectivement sur les territoires de l'une et de l'autre avec des moyens qui sont mis en commun. Une commune qui s'appelle Cornimont au fond des Vosges, et je vous assure que c'est pas très très facile d'habiter et de développer Cornimont, avec laquelle nous avons totalement inversé un dispositif d'aménagement. Dispositif d'aménagement classique, vous le connaissez, c'est on a un terrain, on fait un projet, on fait un avant-projet, un projet, on cherche un aménageur, on fait des fiches de l'eau, on cherche un opérateur, on commercialise. Là, ils ont fait l'inverse, ils se sont dit, on va voir la population, qui veut venir, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et on a remonté le dispositif à l'envers et on a fait le projet en dernier. C'est en cours. Une société qui s'appelle Tangram, qui s'est mise en autopromotion, c'est-à-dire qui se finance, société de promotion immobilière, qui se finance avec ses propres clients et qui construit, comme l'autopromotion immobilière, comme les groupes de gauchistes munichois, mais pour des entreprises, où les entreprises viennent construire ensemble, superposer des locaux collectifs et des locaux individuels pour leurs bureaux et pour leur exploitation qui fonctionnent.
un dispositif de lutte contre les logements vacants qui fabrique un circuit complet comportant notaires, architectes, financiers, etc., qui permet de remettre des logements vacants, ça je pense que ça m'en intéressait beaucoup, sur le marché. C'est en cours, c'est en train de se mettre en place. Et puis, un vieux rêve qui était dans les propositions de M. Mitterrand en 81, sont les ateliers publics qui restent toujours ouverts. Donc je crois que ces outils qui sont en train de venir sont des outils de coproduction horizontale, c'est-à-dire que nous avons abandonné les outils verticaux où le ministre décidait, de toute façon il n'a plus les moyens, décidait, on appliquait sur place, suivant la circulaire. Maintenant on fonctionne horizontalement, c'est beaucoup plus économique, c'est beaucoup plus adaptatif, et ça permet de régler un certain nombre de problèmes fonciers, des problèmes d'adaptation au changement climatique, des problèmes de durabilité, des problèmes d'autonomie locale. Dans le même sens, l'émergence des monnaies locales, il y en a, va également booster ce dispositif qui est sur le local. Alors, je vous ai mis ça parce que ça aussi, c'est un dessin des années 70 que je trouve très rigolo, où on voit bien qu'on est en train de pousser les pauvres dans les huppes et les jeunes riches arrivent. Alors les pauvres sont vieux là, mais les jeunes riches arrivent et s'installent dans la ville traditionnelle. On est en train de refaire le mouvement inverse, c'est-à-dire on reconquiert les villes anciennes. J'en arrive à la conclusion de mon propos trop long, je m'en excuse. Quels sont les enjeux? Les enjeux sont finalement assez simples et assez terribles, mais totalement indispensables. C'est de nourrir la ville. On a 80% de la population qui est urbaine, mais la ville de Paris n'a que 36 heures, 48 en tirant, d'autonomie alimentaire. C'est simple, n'est-ce pas? On ferme Paris, il y a une... Ah oui, c'est pour ça qu'on a tous la trouille d'une grève de taxis et de camionneurs. On ferme Paris, la ville crève de faim au bout de 3 jours. Alors, bon, on exagère, évidemment, on a tous des petites réserves par-ci par-là, mais songez à ce que cela peut donner. On doit entretenir le territoire. Entretenir le territoire, c'est tout à fait vital parce que si on n'entretient pas le territoire, inutile de vous faire la science-fiction, mais on voit bien comment... un territoire qui part à l'abandon devient quelque chose de tout à fait terrible. Beaucoup de villes asiatiques connaissent cela en ce moment. Je parlerai des risques plus tard, des risques militaires, des risques biologiques, etc. On doit s'occuper aussi des 20% de Français qui n'habitent pas dans les villes. 20%, c'est quand même beaucoup, hein, c'est 14 millions. Hein. Ça fait du monde. Et puis, il faut gérer, et ça c'est très très important, la continuité des territoires et les progressivités urbaines. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous en métropole, nous ne vivrons pas tous en métropole, donc nous devons pouvoir vivre simultanément en métropole et simultanément dans d'autres parties de la commune et du territoire. Alors, je vous ai mis... C'est Max Weber, un philosophe, sociologue, urbaniste, une personne qui a écrit sur la ville très très longuement. Je vous l'ai mis en français. L'ère de la ville, mais pour lui c'est un terme générique, Stadtluft, rend libre. C'est ça qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire que l'agglomération humaine, quelle qu'elle soit, village, ville, métropole, bourg, est là parce que c'est notre manière de faire société, c'est notre manière de trouver notre civilisation et c'est notre manière de progresser collectivement. L'avenir de notre civilisation passe par là. Et c'est bien pour ça que nous sommes tous là aujourd'hui. Je vous remercie et je vous prie de m'excuser, je suis un grand bavard. Merci Jean Verlaine pour votre intervention. Je vous propose qu'on prenne alors deux